Ça fait plus d'une semaine que je me traîne une vieille grippe qui me sèche et qui m'empêche de sortir de chez moi. Et c'est tombé au moment où j'ai reçu les bouquins de la dernière édition de Paranoia. Du coup, j'ai eu tout mon temps pour lire cette nouvelle édition. Pour ceux qui ne connaissent pas Paranoia, c'est un vieux jeu. Sa première mouture date de 84 et il est devenu culte parce qu'il mêlait humour et subversion à une époque où tous les jeux se ressemblaient tous. Alors, j'exagère bien évidemment le trait là-dessus, mais c'est pour vous préparer à ce qui va arriver. Par contre, quelle surprise de voir que Matagot est sur le projet. Peut-être que ça vous parle pas, mais pour les platistes comme moi, c'est une maison d'édition qu'on connaît bien. Déjà parce qu'elle a localisé en français d'excellents jeux de plateau comme Route ou Orléans pour ne citer que, mais aussi malheureusement parce qu'elle est réputée pour sortir toutes ses boîtes avec toujours des problèmes d'édition. Donc voyons si niveau jeu de rôle ils s'en sortent mieux. Je vous divulgage un peu le truc, mais j'aurais préféré ne pas tomber malade pour pas avoir à lire cette merde. Alors, je vais surtout aborder le livre de base, même si je vais parfois faire des crochets vers les autres bouquins qu'on a reçus. Commençons par l'introduction qui, je vais pas vous le cacher, pour moi a été compliqué à lire. Lisons le tout début. Ding! Votre attention citoyen, bienvenue dans la première de vos CV au sein du complexe Alpha. Je suis votre meilleur ami, l'ordinateur. Pas d'inquiétude, je suis là pour vous protéger, vous éduquer et vous aider à rester loyal. Ce qui vous rendra assurément heureux et productif, d'autant que les cas de troubles anxieux graves et de stress post-traumatique ont considérablement diminué. Vous avez été extrait de votre caisson clonique et vous voilà prêt à obéir aux directives. Comment puis-je vous aider à réussir votre vie ? Donc là d'entrée, on a notre ami l'ordinateur qui nous parle du complexe Alpha, le lieu dans lequel se déroulent les aventures de Paranoia. Nos clones, parce que oui, on incarne des clarificateurs, on y reviendra après, qui ont des clones. En gros, ils ont plusieurs vies et ça nous parle de la nécessité d'être heureux, ce genre de choses. J'aurais envie de dire que c'est une très bonne, voire une excellente entrée en matière. Mais malheureusement, la suite est loin d'être au niveau. Donc là, c'est, on va dire, un joueur ou un personnage qui répond. D'accord, je vois le genre. Encore une de ces intros en situation, histoire de donner le ton. Il faut dire que j'en ai déjà pas mal entendu parler de ce jeu. Paranoia. On raconte tout et n'importe quoi à son sujet. Genre qu'on peut y buter d'autres PJ ou que le MJ vous y déclare une guerre ouverte. En convention, les exemplaires se vendent comme des petits pains. Le jeu est même entré dans le Hall of Fame des Origin Awards, c'est dire. Bref, ça se joue comment? C'est quoi les règles? Donc là, on entre directement dans une discussion méta à propos du jeu, non sans en vanter ses mérites, avec un gars blasé et plutôt désagréable, et malheureusement, toute la conversation d'intro va se dérouler comme ça. Et là où certaines blagues peuvent quand même fonctionner un chouïa, je trouve le ton global vachement lourdeau. On perd totalement le côté froid et procédural de l'ordinateur, comme on le retrouvait dans les anciennes éditions. Tout ça pour le remplacer par un côté méta qui n'est vraiment pas très subtil. Un exemple tout bête aussi, l'ordinateur a tendance à désigner les communistes, qui sont des ennemis dans le complexe Alpha, en tant que coco. Ça peut paraître pas grand chose, mais je trouve que c'est un choix assez particulier quand même. Et là où le jeu devient carrément imbitable, c'est dans sa façon de se comparer continuellement à Donjons et Dragons. Même s'il n'est pas nommé directement, ça parle, alors attendez, je l'ai noté, de porte-monstre trésor, de mettre fan, de monter de niveau, de trouver des armes puissantes. Et c'est insupportable surtout que le jeu ne va pas cesser de tirer sur la corde du « Regardez, Paranoia, c'est trop spécial ». Je suis d'accord pour dire que les premières éditions de Paranoia avaient une saveur particulière. Un gros jeu, que ce soit en termes de popularité ou de distribution, qui va jouer sur l'humour et casser les codes de la coopération. Je comprends qu'il a acquis une certaine notoriété. Mais aujourd'hui, avec tous les jeux indés qui vont à la fois plus loin dans leur mécanique, dans leur thématique, et qui sont tout aussi accessibles, vouloir à tout prix jouer sur une gloire passée, c'est juste ridicule. Et en fait, on va se retrouver à lire ce genre de phrases. Attention, un certain vertige est susceptible de s'emparer des joueurs et MJ découvrant la liberté narrative offerte par Paranoia. Ou alors, les MJ de Paranoia disposent d'une licence merveilleuse que la plupart des autres jeux leur interdisent, la subjectivité. Et on va en voir d'autres parce que c'est le début, mais je vous jure que à la lecture, j'étais énervé premier degré. En fait, on dirait un vieil oncle à un repas de famille qui veut se faire mousser en racontant sa jeunesse fantasmée sans absolument rien connaître de ce qui se fait aujourd'hui. Bon, après, on va y retrouver l'habituel exemple de partie où on a l'impression d'être à table avec des acteurs de théâtre d'impro qui vont être tout le temps à 100% dans leur roleplay. Sérieux, personne ne joue comme ça, même en actual play. Et si, moi je joue comme ça, à ma table, gna gna. Et du coup, on continue la lecture, et là, on va tomber sur un
un avertissement. Et regardez, moi aussi je peux faire l'acteur studio. Oh mon dieu, un avertissement dans ce jeu si incroyable, mais de quoi s'agit-il? L'avertissement commence encore une fois par dire que Paranoia c'est très particulier parce qu'avec lui, on va pouvoir se moquer de sujets très sensibles comme les religions, la politique, l'entre-soi, les anti-vax, et même rire des tueries de masse, c'est ok pour le jeu. Par contre, le jeu indique qu'il n'aborde absolument pas les questions de genre, de préférence sexuelle, de race et d'origine. Alors attention, là je vais devoir clarifier un truc. Déjà, dans tous les jeux, on peut se moquer de plein de choses comme le fait Paranoia. Ça ne dépend absolument pas de l'univers, mais plutôt de la table et des gens avec lesquels on joue. Et je trouve normal que certains thèmes dont ceux évoqués plus tôt ne doivent pas apparaître en jeu, sauf cas exceptionnel, peut-être que le jeu est porté justement là-dessus, et il faut que toute la table soit d'accord. Je fais une digression, mais si par exemple tu peux faire une table avec des gens où votre délire c'est de traiter de mascunazi tous les blancs cisgenres, juste parce qu'ils ne trouvent pas de problème sur une affiche de festival, grand bien vous fasse. C'est votre droit, je jouerai juste pas avec vous, et de toute façon je pense pas que je serai le bienvenu à votre table, même si par contre vous oui, on abordera juste des thèmes un peu moins chiants. Ça va en fâcher 2-3 ça je pense. Mais pour en revenir au jeu, se vanter d'être autant politiquement incorrect, pour derrière freiner des 4 fers sur sa subverticité, pour faire attention de ne pas vouloir choquer certaines communautés, c'est gonflant. En fait, j'imagine la scène de Dark Toby se marchant dans les rues de New York en se moquant des gros, des moches, des chauves, des droitards, mais dès qu'il arrive devant un groupe de LGBT, il range ses mains dans les poches, il regarde le sol et il continue sa route pour être sûr de ne pas les importuner. Pas trop sûr de celle-là. Et l'intro se termine par la partie comment utiliser ce livre qui bien entendu nous dit: les joueurs de Paranoia n'ont pas besoin de connaître les règles, il est logique de préserver celles-ci au seul MJ. Oui, les autres jeux de rôle fonctionnent différemment et croyez-nous, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai hâte. Bon, après l'intro, on va s'attaquer aux règles de le chapitre suivant. Enfin, on va rentrer dans du concret. Fini la parlotte et vive le système. Bon, ce chapitre-là s'ouvre sur un autre exemple de partie pour nous montrer que jouer à Paranoia c'est trop bien. Et on entre dans le dur en commençant par les 3 principes de Paranoia. Généralement, c'est des passages que j'aime bien parce que ça permet vraiment de savoir ce que le jeu propose, ce genre de passage. Premier principe, c'est vous qui décidez, modifier ou supprimer les règles qui suivent comme bon vous semble au cours d'une session de jeu. Certains jeux de rôle pour rabat-joie forcent les MJ à faire preuve d'honnêteté et d'impartialité. Ce que vous tenez entre les mains n'est pas un JDR, mais alors pas du tout pour rabat-joie. Je vais péter un câble. Sur la même putain de page, le moment est venu de se plonger dans les règles. Non, attendez, n'attrapez pas votre téléphone, vous ne le regretterez pas, parce que nos règles sont plus divertissantes que la moyenne. Promis juré, foi de parano. J'ai envie de brûler ce livre, et puis ça veut dire quoi, foi de parano? Je prends mon courage à deux mains, je tourne la page, je continue, et le jeu commence à nous expliquer ce que c'est que la clarification. Dans Paranoia, en gros, on joue ce qu'on appelle des clarificateurs. Ce sont des citoyens du complexe alpha chargés de remplir diverses missions données soit par l'ordinateur, soit par des citoyens supérieurs. Ce que j'appelle des citoyens supérieurs sont des citoyens qui ont un plus haut niveau d'accréditation que nous. Et le jeu nous explique que le taux de réussite de ces missions est de 14,7%. Et il commence à répondre à une question que je ne me posais pas. Pourquoi l'ordinateur continue-t-il de procéder ainsi en sélectionnant au pif des clarificateurs pour la mission, alors que visiblement cette méthode ne fonctionne pas? Bon, du coup maintenant effectivement la question je me la pose. Et le jeu explique donc que l'ordinateur sait que le complexe alpha est rempli de traîtres. Traîtres qui cherchent donc à infiltrer les groupes de clarificateurs pour saboter les missions. Et le jeu nous sort cette phrase: essayez un peu d'infiltrer ce qui n'existait pas 5 secondes plus tôt, vous. C'est quoi que je ressens? De la joie? Cette phrase m'aurait-elle fait sourire? Mais oui, et en plus de ça, je la trouve pertinente. Tout n'est pas perdu pour toi. J'en fais des caisses, mais je vous assure vraiment que ce petit détail, ce petit avant-goût de l'univers, il m'a sincèrement donné envie de continuer la lecture. On enchaîne sur des exemples d'objectifs types pour les missions, avec à la fin donc les récompenses qui sont accordées aux joueurs, récompenses qui sont d'ailleurs votées par la table pour savoir qui les obtient, quelque chose qui je trouve est totalement dans le ton de Paranoia, ce qui finalement commence à être de mieux en mieux. Et on a donc l'exemple de ce qu'un PJ peut obtenir à la fin d'une mission: du gain d'expérience, du gain d'aplomb, une perte de drapeau. Attends, quoi? Un drapeau? C'est quoi cette merde? Drapeau, le niveau de loyauté au sein du complexe alpha. Les clarificateurs commencent avec un drapeau loyal, mais à mesure qu'ils accumulent les étoiles de trahison, ils peuvent passer en liste grise, en accès restreint, en citoyen surveillé et enfin en traqué. Attends, c'est comment en VO? Flag! Ils ont traduit flag par drapeau.
j'ai envie de me tabasser les burnes. Alors oui, flag, ça veut dire drapeau. Ça, je reconnais le travail de Matago. Ils ont tapé flag sur Google Trad, ça leur donnait drapeau, point. Bon, si c'est pas eux, je suis désolé, mais j'ai un compte à régler. Et flag, ça veut aussi dire signalement. Bref, on enchaîne sur une structure de mission plutôt claire, assez pratique. Quand il y a du bon, faut le dire, je suis pas là juste pour casser un jeu. Tout qu'on continue avec le bon avec ce qui suit, il y a ce qu'on appelle les CIC, qui veut dire charges imposées complémentaires. En gros, ça va être des responsabilités absurdes que les PJ vont recevoir à leur briefing et qui va leur ajouter davantage d'objectifs et de responsabilités, mais sans leur donner plus d'autorité pour accomplir ces tâches. Et c'est trop cool parce que ça peut donner des situations vachement loufoques. Dans les CIC, on a donc c'est des rôles, le responsable équipe, le responsable matériel, le bien-être, hygiène, loyauté et médias. Par exemple, on va pas se tarder là-dessus, mais le responsable hygiène doit littéralement nettoyer son équipe. Puis on enchaîne sur l'explication de la fiche de personnage. C'est cool d'avoir ça parce que comprendre une feuille de perso, ça permet directement de se plonger dans les règles. Dans Paranoia, la feuille est recto verso avec une face publique du personnage sur laquelle on va retrouver les infos les plus utiles aux joueurs, alors le nom, le prénom, les stats du personnage. Et de l'autre côté, on a la face cachée où là ça va être les pouvoirs mutants de notre personnage, la société secrète, tout ce que l'ordinateur en méta et les joueurs autour de la table ne sont pas censés connaître. Petit truc qui là ne vient pas de la trad mais c'est un parti pris de la VO. Les parties de la feuille, au lieu d'être identifiées en 1, 2, 3, 4, s'appellent 1, 2, 3 et 4. Alors la trad l'appelle comme ça mais parce qu'en VO il y avait déjà une dénomination particulière, je comprends pas pourquoi. Dans le même genre, alors ça c'est un truc que la VF avait commencé à faire et qu'on avait vu lorsqu'on a reçu les PDF. De base, les deux côtés de la feuille de personnage s'appelaient ange et démon. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que ça faisait là, il y a eu évidemment beaucoup de comparaisons avec Innomine Satanis Magna Veritas. Bah c'est quelque chose qui a été enlevé. Donc je trouve ça plutôt cool de leur part. Il y a des choix, même si c'est des choix que je ne comprends pas, qu'ils ont assumé, qu'ils ont gardé. Par contre, ils ont compris qu'ils avaient fait certaines erreurs et là ils n'ont pas hésité à les corriger. Donc je le souligne. On continue les règles avec la création de personnages, une création qui est assez particulière. En gros, ça va être une création pas collaborative mais communautaire. Par exemple, il y a un joueur qui va choisir une de ses compétences, un personnage défini par 4 attributs et dans chaque attribut il y a 4 compétences. Un joueur va choisir une compétence qui va mettre à +1 et son voisin de gauche, lui, va la mettre à -1. Ce voisin de gauche va faire la même chose, il va mettre une compétence en +1, le voisin à -1, etc. jusqu'à ce que tout le monde ait une compétence à +1 et à -1. Ensuite, on va refaire pareil en commençant par quelqu'un d'autre, mais cette fois avec une compétence à +2, -2, jusqu'à +5, -5. Apparemment, c'est censé instaurer une ambiance dès la création de personnages. En gros, ça met déjà un peu des petites animosités quand tu vois que tu chopes un -5 dans une stat que tu aurais voulu avoir. Bon, ok, pourquoi pas, sauf que quelques pages avant, le jeu conseille plutôt de jouer avec des pré-tirés. Le jeu dit aux meneurs de jeu de préparer des pré-tirés parce que les joueurs ne sont pas censés connaître les règles. On y reviendra. Mais il faut dire aussi que le jeu a prévu le coup si jamais cette création ne convient pas à la table. Et donc avec toute la condescendance possible, il nous explique une nouvelle méthode de création qui enlève cet aspect collaboratif. Si on préfère se la jouer, je cite, mou du genou. Voilà. S'ensuit plusieurs tables de sociétés secrètes, de pouvoirs, d'idées pour ce qui peut faire péter les plans de notre personnage. Et on arrive à l'amélioration des persos qui sert si on fait des one-shots, à savoir quel joueur autour de la table a gagné. Pour le coup, même si encore une fois la formulation de ce passage aurait pu être un chouïa moins irritante, c'est assez rigolo, même si bon, tout ça se résume juste à un unique vote. Et par contre, il y a quelque chose qui s'appelle les points d'XP qui ne comptent pas dans l'amélioration de personnages, parce que dans Paranoia, du moins dans ce jeu-là, les points d'XP c'est plus une sorte de crédit social que vraiment une valeur méta qu'on va pouvoir dépenser. Et ensuite on enchaîne sur vraiment le dur des règles. Bon, ça commence un peu mal pour moi parce que le jeu donne la possibilité, voire incite le MJ à tricher sur la difficulté d'un G, c'est-à-dire il ne la donne pas, il la décide a posteriori, pour pouvoir garder toujours la main sur le résultat d'une action. Voire pire, il explique que le MJ peut décider que le G va se faire sur une combinaison d'attributs plus compétences pertinentes à l'action, ou alors décider de choisir la pire combinaison pour le faire échouer. Et en plus, les autres joueurs autour de la table peuvent dépenser des points pour modifier le G. Alors en plus de n'avoir pour moi aucun sens, ça brise énormément la fluidité d'une action. À chaque G, tu es obligé de faire le tour de la table pour savoir si quelqu'un veut agir sur un G. On enchaîne sur le combat, et là encore une fois, je ne peux pas vous résister à vous lire l'introduction.
Dans de nombreux jeux de rôle, le combat est une affaire compliquée, avec des modificateurs pour les types de dégâts, la portée, le terrain, les races, la classe, l'armure, l'humeur, la vitesse du vent, la déclinaison de la lune, l'irritabilité du MJ, les appels téléphoniques que le joueur a passés pendant la partie, et parfois même les digestions difficiles. Cependant, on est dans Paranoia, où les choses sont un peu différentes, parce qu'elles sont, pour être franc, simplement meilleures. Ouf! Alors, là, peut-être, je dis bien peut-être, que tu t'emballes un peu. Commençons par l'initiative. Je les ai déjà évoqués, mais dans Paranoia, il y a ce qu'on appelle les niveaux d'accréditation. Ça va de infrarouge, rouge, orange, etc. jusqu'à bleu, indigo, violet et ultraviolet. En gros, ça représente la valeur d'un citoyen du complexe alpha. Et l'initiative donc se fait en parlant du plus haut de l'échelle sociale, de l'ultraviolet jusqu'en descendant à l'infrarouge. Et à chaque palier, tous les protagonistes de ce niveau d'accréditation vont agir en même temps. Alors c'est simple, élégant même, j'ai envie de dire. Surtout que c'est très brillamment expliqué, même si c'est bien plus tard, et ça c'est dommage. Si les citoyens de niveau d'accréditation supérieur jouent en premier, c'est parce que l'ordinateur ralentit volontairement les capacités cérébrales des citoyens inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins dignes de confiance. Et l'idée est très bonne. Cependant, chaque joueur, lors de l'initiative, a la possibilité de se surclasser en payant du coup un malus à son jet. Imaginons PJ1, dans une confrontation uniquement composée de clarificateurs rouges, veut agir en premier. Donc PJ1 se surclasse en orange. On fait le tour de la table, PJ2 lui non, PJ3 lui veut aussi se surclasser. On en revient à PJ1, sauf que PJ1 lui veut vraiment jouer en premier. Donc quand ça revient à lui, il a encore la possibilité de se resurclasser. Donc je me pose la question de combien de tours de table peut prendre une foutue initiative. Est-ce que vraiment ce système-là est mieux que tous les jeux qui se font démonter depuis le début? Je ne pense pas. Pour l'attaque et pour les autres jets de compétences, on lance autant de dés que la somme de notre attribut et de notre compétence, plus d'éventuels bonus de nos armes, ça se fait très Year Zero Engine. Mais le MJ ne doit pas communiquer la difficulté aux joueurs parce que, je cite, « Cela vous permet de changer les choses si les dés osent interférer avec votre vision des choses. » Alors déjà, on va noter la répétition dégueulasse. Et du coup, ça sert à quoi que les joueurs lancent les dés? Ah ouais, vraiment le meilleur système. Mais heureusement, un encart nous dit « Mais attention, les joueurs n'apprécieront pas le jeu si leurs jets de dés n'ont aucune importance. » Sans blague. Mais juste après, le jeu nous donne un exemple où un personnage joueur va vaporiser un adversaire tout en ayant loupé son jet. Et le jeu continue à être insupportable avec une partie qui s'appelle « Effet de zone, conditions météo et casse de déplacement ». Vous le sentez, Ariel, là, vous le sentez? Après, on va aller un peu plus vite parce que on est que page 32. Alors, je vous le lis. Ha 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 en majuscule. Dans Paranoia, le combat est pensé pour être rapide et fatal, sans accumulation de modificateurs et de règles à consulter. Non pas que nous nous moquions de ces JDR pas drôles qui s'adonnent à ce vice, hein, on peut très bien s'éclater avec des règles de combat ultra détaillées, mais pas dans ce jeu-ci. Heureusement que la dernière phrase vient désamorcer le truc. Par contre, le ha 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 en majuscule et le jeu de rôle pas drôle, je vous assure que c'est de trop. Si on se concentre un peu plus sur le système, dans ce jeu, le meneur ne jette pas les dés. Et en gros, les personnages joueurs subissent des blessures si ils ratent leur jet. Mais du coup, si j'ai 3 PJ rouges, 4 PNJ orange qui donc vont agir en premier, ça se passe comment en fait? Vu que je ne fais pas de jet de dés, je vais faire jouer mes 4 PNJ sans avoir d'impact avant que les rouges jouent. Je pense que ça, avec ce système d'initiative, ça ne fonctionne pas. Après, c'est une partie qui n'est pas super détaillée ni très claire, donc c'est peut-être que j'ai loupé, je sais pas. Ensuite, on va voir les blessures. En fait, chaque niveau de blessure inflige un malus de 1D à nos jets. C'est simple, c'est efficace, mais c'est pas mieux. On va pas s'éterniser, passons sur la partie équipement, qui nous dit: dans Paranoia, l'équipement a 2 principales raisons d'être. 1. Donner aux joueurs l'opportunité de varier les plaisirs et de s'amuser. Et 2. Comme dans beaucoup d'autres JDR, nous offrir d'interminables listes d'équipements afin de compenser un manque d'originalité. Oui, il faut 16 types d'armes d'ast différents. Les joueurs en ont totalement besoin, surtout au détriment du lore. J'espère sincèrement, jeu, que ton lore va être à la hauteur. Bon, je divulgage un peu le truc, en vrai oui, le lore ça va. Du coup, tous les équipements ont des effets de succès et des effets ce qu'ils appellent de trahison si on loupe notre jet. Généralement, c'est des effets qui sont assez drôles, assez bien trouvés. Par contre, je trouve que pour un univers aussi absurde, et je dis absurde dans le bon sens du terme, je trouve la liste d'équipements un poil pauvre. On poursuit avec une liste de pouvoirs mutants, parce que oui, comme j'ai déjà évoqué, les clarificateurs dans Paranoia ont des pouvoirs mutants, chose qui est absolument interdite par l'ordinateur.
Et ces pouvoirs emmènent pour moi un véritable problème. Qui là pour le coup n'a rien à voir avec son ton ou son humour, mais du coup le jeu demande à être joué en secret fermé. Les joueurs ne sont pas censés connaître les pouvoirs mutants ni les sociétés secrètes des autres personnages autour de la table. Sauf que si à ma table, je vois Michel passer un petit papier à Jacqueline la meneuse et que 20 secondes après, la tête du PNJ qui nous les brise depuis 3 séances explose, bon bah j'ai pas fait Polytechnique, mais j'arrive à saisir la relation quoi. Le petit papier, voilà. Après évidemment rien n'empêche de jouer à secret ouvert, mais c'est vraiment pas ce qui est prévu par le jeu. Au niveau des pouvoirs, même constat que pour les équipements, on aurait aimé en avoir un peu plus. Par contre, chacun vient avec une liste de oups, ça s'appelle. En gros, c'est ce qui pourrait se passer si le pouvoir mutant déraille. C'est encore une fois parfois des trucs assez drôles. Et je vais l'aborder rapidement, mais dans le manuel du complice, qui est un bouquin qu'on a eu aussi dans le financement, on a à la fois plus d'équipements et aussi plus de pouvoirs mutants. Donc c'est un ajout qui peut être pas mal par rapport aux défauts que j'ai cités précédemment. On passe rapidement sur le reste, les trahisons, les corrections, les plombs qui pour le coup sont des passages assez agréables à lire, même si encore une fois il y a toujours des points d'humour auxquels je n'accroche pas, mais qui sont loin d'être aussi énervantes que ce qu'on a pu voir auparavant. S'ensuit ensuite une partie sur la création de personnages non joueurs qui sont catégorisés en deux types. On va donc avoir plusieurs listes, on a des signes particuliers, des projets, des apparences, et je comprends pas pourquoi, au lieu de mettre juste des listes, ils aient pas fait des tables aléatoires. Juste parce que ça me paraît tellement évident, parce que les listes sont quand même assez longues. Et on finit donc ce chapitre par des conseils pour jouer à Paranoia, qui est, je le rappelle et je le recite, le meilleur jeu de rôle jamais créé, et cependant différent des autres. Bon, je vous avoue qu'à ce niveau-là, ça me faisait juste souffler. Par contre, les conseils pour jouer à l'ordinateur, ils sont très bienvenus. La politesse, toujours persuadé à 100% que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour le complexe alpha, alors que bien évidemment, ça aggrave généralement la situation. Le jeu va même comparer le rapport ordinateur-citoyen à un rapport humain-chien. Moi, mon chien là qui est là, je l'aime, c'est un beau toutou. Par contre, je laisse pas une assiette de steak à sa portée. Eh, tu mangerais tout toi, hein? Oh oui. Et là, on va avoir les 10 commandements pour maîtriser Paranoia, alors qu'au début du livre, on a les 3 principes que les MJ doivent garder en tête. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir séparé ces deux trucs, parce que bon, il y a certains commandements, ça serait bien passé. Mais bref, partie règle, fini. Et là, on arrive sur l'univers du complexe alpha. Donc tout n'est peut-être pas perdu. Le ton très froid et procédurier que Paranoia arborde généralement, si un endroit le mettre, c'est bien là. Ça serait parfait pour ce passage. J'espère qu'il va être utilisé. Effectivement, on ne retrouve pas le ton des anciennes éditions. Par contre, j'ai quand même trouvé cette grosse partie du livre extrêmement agréable à lire. Il y a une nouvelle partie, comment jouer l'ordinateur. Encore une redondance, surtout que ça a été abordé quelques pages auparavant. Le jeu va détailler succinctement, mais d'une très bonne manière, les différents niveaux d'accréditation, donc de infrarouge jusqu'à ultraviolet. On va aussi avoir la géographie du complexe. Alors, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de map, ils expliquent juste les lieux qu'il peut y avoir dedans. Les robots, les véhicules, les loisirs qu'il y a au sein du complexe. Tout ça, c'est très intéressant à lire, notamment la partie qui est appelée propagande divertissement, qui est, je trouve, un truc qui est assez actuel. Les clones vont être aussi abordés et d'un coup, sans prévenir, le jeu va te balancer des listes de top 5 aléatoires, plein de choses différentes. Et en vrai, il y a des trucs qui sont assez drôles. Et là, du coup, on va faire une parenthèse sur l'humour, car souvent, alors pour moi, parce qu'effectivement l'humour c'est quelque chose de très subjectif, ne marche pas pour la même raison. Dans le passage sur les moyens de transport et les robots, les bots, comme ils les appellent, il est fait référence à des avions et des hélicoptères, et le jeu rajoute ceci. Disposer d'avions et d'hélicoptères dans une ville souterraine peut sembler stupide, mais bon, n'oubliez pas que la stupidité règne en maître dans le complexe alpha. Du coup, rien de nouveau sous le soleil. Merci, jeu, de m'expliquer encore une fois à quel moment je suis censé rigoler. Sans toi, je suis bien évidemment incapable de comprendre l'absurdité de la situation. Mais à côté de ça, le jeu arrive à être drôle tout en étant subtil. À un moment, le jeu va détailler les différents groupes de services et les faveurs qu'on peut avoir de ces différents groupes. Et parmi eux, il y a deux groupes qu'on peut considérer comme des forces de l'ordre. Il y a les forces armées, qui sont plutôt un groupe militaire. Et il y a la Sec Int, qui peut être qualifiée de sécurité privée, mais vraiment dans le complexe. Plutôt un genre de flicaille peut-être.
Ces deux groupes se détestent et dans leur description, dans chacune de leurs descriptions, il est indiqué qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est l'autre groupe qui est en charge de la sécurité du complexe alpha, alors que eux seraient bien plus adaptés pour le faire. Donc en fait, il y a rien de plus, c'est juste ça. Mais du coup, t'as pas besoin qu'on te mette le nez dessus pour comprendre que finalement, il y a personne qui est vraiment en charge officiellement de la sécurité du complexe. J'ai pas besoin qu'on me mette le doigt dessus. Eh, t'as vu le quiproquo? Là, le quiproquo, personne fait la sécurité, ils se détestent pour rien, t'as vu? Les hélicos à l'intérieur. Il y a aussi d'autres trucs absurdes que je trouve très drôles, notamment dans les tops dont j'ai parlé juste avant. Il y a le top 5 des productions d'énergie. Et dans le top 5, il y a des éoliennes. Sauf que dans le complexe alpha, il n'y a pas de vent. Et ils expliquent que, ben ouais, mais pour faire tourner les éoliennes, ils ont foutu 400 ventilateurs de vent. Je sais pas pourquoi, je trouve ça rigolo. Et l'autre truc, c'est, oui, il y a une émission de télé où les traîtres peuvent faire annuler leur exécution s'ils gagnent, si c'est les derniers gagnants d'une mission de survie. Et ils parlent d'une gagnante qui, malgré le fait d'avoir remporté l'émission, a été exécutée parce qu'elle a entravé une exécution programmée, et du coup la sienne. Là, je trouve que ça, c'est drôle, putain. Et pas leur putain de ton à la con, là. En fait, on dirait que ça n'a pas été... Il y a des trucs qui n'ont pas été écrits par les mêmes personnes. Bref, on est allé assez vite sur le complexe alpha. Je vous laisserai aller regarder, c'est quand même très bien. On enchaîne sur le dernier vrai chapitre du bouquin, qui sont les missions. Ce chapitre-là commence par beaucoup de conseils pour créer ses propres missions. Conseils qui sont très pertinents et qui sont à chaque fois mis en parallèle avec la mission qui est dans le bouquin de base. Donc dans le bouquin de base, il y a une mission. Et qui, elle, par contre, est plus ou moins décousue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on commence par devoir intervenir auprès d'une traîtresse qui, dans une valise, a une bombe atomique. Puis, avant que cette situation-là soit terminée, on est appelé dans un autre endroit pour assister à une parade où on doit rejoindre quelqu'un, puis après pour faire la course aux traîtres, pour les faire passer devant des portes et tout. Et je vous avoue que j'ai un peu décroché, j'ai pas compris trop le sens. Par contre, Paranoia arrive avec une idée brillante. À la fin de ce scénar et à la fin de chaque scénar qui sont proposés dans les deux autres suppléments, il y a ce qu'on appelle une feuille de MJ. C'est une feuille qui va reprendre certains points de chaque scénar, une feuille avec des trous, des cases à remplir et tout, donc c'est des trucs qu'on doit photocopier, et qui permet de suivre assez facilement l'avancée de l'histoire qu'on est en train de jouer. Et je trouve ça extrêmement bien. Autre point positif aussi pour Paranoia, c'est que on entend souvent dire que le bac à sable, c'est extraordinaire, le jeu de rôle, faut le jouer en bac à sable et tout. Paranoia assume le fait qu'il ne doit pas être joué en bac à sable. Il doit plutôt avoir des missions avec des objectifs clairs, sans pour autant être sur des rails, mais que de laisser les personnages joueurs aller se balader dans le complexe alpha, c'est une mauvaise idée. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est arrivé, qui a en tout cas été mis au point et mis clairement dans cette édition. Et je trouve que c'est un peu cool le fait de sortir de cette idée que forcément le bac à sable c'est mieux et que le dirigisme c'est forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas toujours le cas, surtout pour Paranoia en l'occurrence. Et le bouquin donc se termine cette fois réellement avec des annexes. Il y a plusieurs types d'annexes, donc une qui est encore une fois pour moi une idée très brillante. Il y a des anti-sèches. Il y a une anti-sèche pour les règles, donc ça c'est pas forcément extrêmement original, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Par contre, il y a une anti-sèche pour l'univers et le complexe alpha. Et je trouve que c'est extrêmement bienvenu d'avoir ça dans ce jeu. Et je trouve que beaucoup de jeux y gagneraient à avoir ce genre de choses aussi. Une petite feuille résumée de l'univers à filer aux joueurs ou même aux MJ. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait lire assez rapidement avant de tout se farcir pour un peu avoir une première idée de ce que le complexe alpha a sous la dent. C'est trop bien. Bon, en conclusion, je pense que ce Paranoia aurait pu être un excellent jeu. Je comprends que l'humour c'est subjectif, et autant je suis d'accord pour dire que même si je n'aime pas certaines blagues, elles sont pas forcément mauvaises, c'est juste pas mon délire. Mais vraiment, le fait que le jeu n'arrête pas au début de se mettre sur un piédestal, c'est vraiment détestable. En plus de ça, le jeu a pas mal de coquilles, c'est parfois maladroit dans son texte. Il y a aussi pas mal d'utilisation de beaucoup de sigles qui sont expliqués que bien plus tard dans le bouquin. Ça gêne la lecture et t'as l'impression que le jeu s'attend à ce qu'on les connaisse, ces trucs. Il y a aussi souvent l'emploi du terme Big O pour désigner l'ordinateur. Bon, sûrement, je pense que c'est une référence à George Orwell. Et le jeu a aussi la tendance à vouloir t'imposer ta façon de jouer parce que sinon tu peux pas t'amuser si tu joues pas comme ça. C'est assez désagréable ça aussi comme parti pris. Surtout que je me souviens... Alors, il y a un document de Paranoia qui s'appelle Paranoia Retro Gaming qui proposait
plusieurs façons de jouer à Paranoia. Il y a le mode très drôle, je pense que c'est comme celui-ci veut. Il y a un mode intermédiaire et il y a un mode sec, où là vraiment on laisse, pas forcément on laisse tomber le ton humoristique, mais on joue vraiment plus dans le dur. C'est vraiment le totalitarisme, les règles à respecter, la surveillance. C'est un mode de jeu qui est très intéressant à jouer. Surtout que certains scénarios s'y prêtent énormément. Et je trouve que c'est un mode de jeu qui n'est pas abordé là-dedans. Et que si on ne connaît pas ces anciennes décisions de Paranoia, c'est quelque chose à laquelle on peut passer à côté. Et je trouve ça quand même assez dommage. Autre chose aussi, même si j'en ai déjà parlé, c'est le fait que le jeu, pas l'impose, mais naturellement te fasse jouer à secret fermé. Bon, ça c'est pas un problème de cette édition de Paranoia, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans les anciennes éditions. Je comprends que pour certaines situations, notamment les objectifs secrets, ça puisse avoir un sens pour donner des situations un peu absurdes autour de la table, mais je trouve que pour pouvoir créer du jeu, il faut jouer à secret ouvert généralement. Mais je sais pas si effectivement jouer à secret ouvert dans Paranoia, ça apporte plus que ça n'enlève. Par contre, j'aimerais souligner les bons points de cette gamme, parce qu'il y en a. Déjà, mais ça va uniquement concerner ceux qui ont participé au financement, mais le matos qu'on a eu, j'ai rarement vu aussi rentable. On a 4 bouquins, couverture rigide, tous entre 120 et 150 pages, un écran rigide en 4 volets, un marque-page, un pins, et on a eu les dés de l'ordinateur avec toutes les couleurs. Je vous les montre rapidement. Hop. Ah, on voit rien, je vous les montre comme ça. Des dés particuliers avec le symbole de l'ordinateur dessus. Ils sont très très beaux. C'est des gros dés. Vraiment, à cet aro-là, je regrette absolument pas ma précommande, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le jeu. D'ailleurs, ça me permet rapidement d'aborder les autres recueils. Donc on a le manuel du complice, où comme je vous ai dit, ça va rajouter du contenu, que ce soit en termes de règles, d'équipement, de lore peut-être, parce que ça reprend par exemple des pouvoirs mutants, bon c'est pas vraiment du lore, mais d'anciennes éditions, de nouvelles règles optionnelles, ce genre de choses. Et on a 2 recueils de scénarios, qui pour moi sont très bien. Et ensuite, je trouve que les bouquins sont très beaux. Les 4 couvertures déjà sont, je les trouve toutes magnifiques. Les scènes représentées sont très très bien. Celle-là, généralement, celle du meilleur des missions. L'illustration de l'écran, je vais vous le montrer, qui reprend la création d'Adam, le célèbre tableau de Michel-Ange, où on voit Dieu et Adam se toucher le bout du doigt. Elle est magnifique, même si j'ai tendance à préférer les écrans fenêtres. Donc, j'aurais préféré une vue sur les couloirs du complexe alpha, une salle de briefing, n'importe quoi. Je comprends bien sûr que ça n'ait pas été fait, parce que ça aurait été beaucoup moins beau. Par contre, le jeu a eu la présence d'esprit de ne pas mettre de gros logos, il n'y a pas de logo du tout, sur l'écran. Donc félicitations, vous faites mieux sur ce coup-là que beaucoup d'éditeurs, je vous le reconnais. À l'intérieur des bouquins, par contre, certaines illustrations, notamment des personnages, sont un peu bof. Mais quand c'est des scènes un peu plus larges, c'est vachement cool. Ah, d'ailleurs aussi, on a reçu, bon, parce que je vous parle de scènes, je pourrais vous les montrer. On a reçu un poster recto verso, avec des situations plutôt cool, où l'on voit une brigade verte avec un mutant dans leur équipe. Et la maquette des 4 bouquins aussi est très chouette. Elle est assez claire, elle est assez aérée. Petit bémol là-dessus, mais là vraiment je pinaille. C'est que parfois, il y a certains encarts de maquettes qui vont se chevaucher avec les numéros de page. Et autant des fois les numéros de page quand c'est comme ça ont été enlevés, autant des fois ils sont toujours là et c'est pas toujours très beau. Mais du coup, à qui s'adresse ce jeu? Moi j'ai découvert Paranoia par une vidéo d'Histoire au coin du D20 de Zone Geek, où ils se remémoraient leur partie. Ils avaient l'air vraiment d'avoir passé d'excellents moments sur ce jeu. Donc à l'époque, j'avais trouvé des PDF des anciennes éditions, les éditions en noir et blanc avec qui avaient un charme, les illustrations typiques des années 80 et tout, que j'adorais. Un jour, il y a eu le financement de ce truc-là, une belle bête, l'édition post moderne. Si vous arrivez à vous la trouver, cette édition, je vous la conseille, parce que je trouve que en termes de ton, c'est excellent. Et c'est lors du financement de cette édition qu'on a reçu un PDF de 500 ou 600 pages sur donc Paranoia Retro Gaming, qui est, je pense, pour moi, peut-être le meilleur truc pour jouer à Paranoia. Même si, encore une fois, j'adore celle-là, surtout que là-dedans, il y a des illustrations. Ils ont pris le parti d'utiliser du pixel art. Donc c'est une chose qui m'avait fait aussi broncher. Et là-dedans, il y a beaucoup de matos. Il y a des badges pour les CIC, ce genre de choses. Donc pour en revenir à Paranoia, la dernière édition. Est-ce que c'est fait pour les vieux joueurs qui ont connu les premières éditions de Paranoia et qui aimeraient avoir une actualisation
d'un de leurs jeux coup de cœur? Je pense que oui, étant donné comment le financement a fonctionné. Ou alors est-ce que le jeu cherche vraiment à attirer un nouveau public, mais moi je pense que le ton n'est pas bon. Et encore une fois, comme je vous ai dit, avec ce qui se fait actuellement, c'est pas que Paranoia est mauvais, c'est que je me dis qu'il a peut-être pas forcément sa place. Donc voilà, à voir si les anciens joueurs de Paranoia adhèrent au nouveau ton qu'a pris le jeu. Pour moi, je vais quand même l'essayer, je vais les garder les bouquins. Généralement, alors je vais vous le dire, quand j'ai reçu les PDF, j'ai été énervé. J'ai reçu les PDF, j'étais énervé, j'étais mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me suis dit, si vraiment on reçoit ce qu'on nous a promis, ça se revendra facilement, je pourrais me faire un petit billet sur le truc et tout. Je vais les garder. Je vais les garder notamment parce que les bouquins sont d'excellente qualité. Ils sont très beaux, encore une fois. C'est une gamme que je vais garder et donc du coup, je pense que je ferai jouer. Même si c'est quelque chose qui est abordé dans le bouquin, Paranoia, c'est plutôt un jeu de one-shot. Effectivement, on peut augmenter, gagner en crédit, gagner en niveau et tout. Mais en termes de lore, si un personnage meurt, le faire revenir en tant que directement, imaginons citoyen vert, le reste du groupe est vert, ça n'a pas forcément de sens. C'est pour ça que le jeu conseille de jouer en one shot, mais je trouve que le jeu prend tout son sens au bout de plusieurs one shots. Quand toute la table commence vraiment à adhérer à cet univers, à jouer avec, à vraiment en comprendre les codes, c'est là où on peut avoir les meilleures parties. Parce que moi j'ai eu l'occasion de jouer à des tables où à la fois il y avait des anciens joueurs qui connaissaient Paranoia et des débutants en jeu de rôle en général. Et heureusement qu'il y avait les anciens joueurs pour amener un peu de trucs. Parce que c'est vrai que ça reste un univers totalement original encore aujourd'hui malgré tout ce qui sort. Donc voilà, je sais pas trop comment finir cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter putain si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!